Il est 19h30 partout au Bénin. Bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, la libération de l'emprise de la voie à Parakou-Djougou. L'opération de déguerpissement des occupants du tronçon a démarré cette semaine. Vous verrez dans un instant, ça grogne déjà dans le rang des populations déguerpies par l'entreprise Ebomaf. Pendant ce temps, Rachidi Badamassi multiplie les actions de solidarité au profit des populations de la cité des Kobourou. L'élu de la 8e circonscription électorale a fait don d'infrastructures importantes aux élèves et religieux de sa localité. Et puis les résultats des enquêtes Afrobaromètre sont disponibles. Ils ont été rendus publics par l'Institut de recherche empirique en économie politique IREP. C'était ce matin. Vous aurez les détails avec Lucrèce Augustine Adjadong. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. D'abord, cette information qui nous vient du Palais des gouverneurs, le Code de l'information et de la communication vient d'être adopté au Parlement. 38 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Avec ce nouveau code, la presse béninoise est régie par une seule loi qui remplace les lois disparates d'une autre époque qui régissait la corporation. Désormais, on sait qui est journaliste et qui peut prétendre l'être. La création des organes de presse répond maintenant à des règles précises. L'aide de l'État à la presse privée ne sera plus gérée uniquement par la RAC. Il est prévu un fonds composé d'un représentant de la RAC, d'un représentant du gouvernement et de 3 représentants des associations professionnelles pour gérer cette aide. Quant aux peines privatives de liberté, on note des avancées considérables. Plus de peines d'emprisonnement pour les délits d'opinion et offenses au chef de l'État, mais seulement des amendes. Voilà pour l'essentiel à retenir de ce nouveau code qui devra être promulgué par le président de la République avant sa mise en application. Dans l'actualité également, Maître Kato Atita a tenu ce jeudi après-midi un point de presse. Il s'est prononcé sur la situation concernant les élections complémentaires prochaines à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, et prévient des conséquences désastreuses que peuvent avoir ces élections complémentaires sur l'ensemble du système de direction établi depuis l'investiture des membres à valider depuis 2014. Les tests avaient prévu un délai de 2 mois pour tout recours et l'avocat préconise qu'il soit respecté pour éviter des problèmes plus tard. Suivons ici l'avocat, il est au micro de Tanguy Agoy. Un petit problème technique certainement. Les travaux de la route Parakou-Djougou entrent dans leur phase active. L'entreprise Ebomaf, chargée du lot 1 long de 73 km, procède depuis ce lundi au déguerpissement et au nettoyage des emprises de la voie. Une opération saluée par la plupart des citoyens et usagers, même s'il y a quelques graissements de dents. Reportage sur place, Donald Panou, Rachidi Soubérou. C'est l'ambiance qui prévaut depuis le début de cette semaine dans les encablures du carrefour de la mairie de Parakou. À l'origine, les opérations de déguerpissement entamées par l'entreprise Ebomaf en charge du lot 1 des travaux de réhabilitation de la route Parakou-Djougou. Une phase indispensable dans le démarrage de cet ouvrage. Le problème, comme vous le constatez, c'est la libération de l'emprise par les commerçants. Donc ça a démarré depuis hier.
et ça se poursuit. Comme vous le constatez, nous on ne peut pas démarrer tant que l'emprise n'est pas libérée. Il est question pour l'entreprise de dégager l'emprise de la voie afin d'y opérer les aménagements nécessaires. Les premières interventions ont donné ceci, mais cela ne se passe pas sans grogne, malgré que ces occupants sont avertis depuis plusieurs mois. Donc c'est depuis un an qu'on nous a avertis qu'ils vont faire ce voie-là. Bon, maintenant, le dimanche, il nous a surpris qu'il veut commencer cette voie. Donc ce qui nous a touché, c'est qu'on ne nous a pas montré quelques endroits. On va rester d'abord avant de nous dire de quitter. Personne n'est venu nous dire, bon, s'il vous plaît, faites ci, faites ça. D'ici peu de temps, nous allons commencer les travaux. Subitement, les machines sont venues. Entre eux aussi, ils devaient même venir nous dire, ah, commencez, pas ramasser vos trucs. Personne n'est venu. Le lundi matin, ils voulaient commencer le travail dans la poussière. Et les gens ont dit non, attendez que les gens prennent les trucs d'abord. Et on s'est mis à précipiter, on a pris les trucs. Pendant ce temps, les grognes enflent dans le rang des occupants des emprises du tronçon à réaliser. Du côté des usagers de la voie, c'est plus qu'un ouf de soulagement. Non, on est trop content avec vous. On est trop content avec la population béninoise. On salue bien la population burkinabé et béninoise, ce qu'ils ont fait là, en tout cas, c'est trop bon pour nous. Aujourd'hui, on est très très content. On est bien. Si vous avez bien démarré comme ça, nous sommes contents. Et on va demander à Dieu pour voir la termination de ça. Le lot 1 à réhabiliter par Ebomaf est long de 113 km. Les travaux sont déjà avancés à certains niveaux et les responsables entendent maintenir un rythme assez rigoureux afin de tenir dans le délai contractuel. Actuellement, nous sommes en train de faire le nettoyage des bords de chaussée et des talus. Et nous sommes en train de préparer les assiettes de terrassement pour commencer les élargissements. Parce que comme vous le savez, il est prévu à partir du PK2 200 une double voie, ça veut dire une chaussée à 2 x 2 voies jusqu'au PK11 500. Donc cette double voie nécessite un élargissement de part et d'autre de la chaussée existante. Donc nous sommes en train de préparer les remblais nécessaires pour l'élargissement de la chaussée. Les autorités municipales sont donc appelées à accompagner ces opérations en cours, surtout au regard des doléances que posent les populations. Ce que moi je souhaiterais, c'est ceci, c'est de demander aux autorités compétentes de la ville de nous chercher au moins une place. Nous avons beaucoup de marchandises qu'on peut libérer d'abord. Par la suite, on verra quoi faire, au moins que ce soit temporaire. Donc on est en train de vous supplier Yaïboni ou bien maire de Parakou. Donc il n'a qu'à nous chercher là où on va rester. Vous savez, ces genres de travaux également, ça provoque des désagréments vis-à-vis de la circulation. Ça veut dire qu'il y a des contraintes de circulation. Nous demandons à ce que les gens puissent respecter ces contraintes de circulation, à savoir les déviations prévues. Je crois qu'avant cela, ça avait été déjà programmé. On les avait déjà avertis. Donc si c'est aujourd'hui, ils trouvent que vraiment ils ne peuvent pas quitter, là ils commettent des erreurs. La reconstruction de la route Parakou-Djougou a été longtemps réclamée. Aujourd'hui, les mouvements sur le terrain sont visibles. L'arsenal déployé par l'entreprise commence par convaincre les Paraquois. Merci pour ce reportage déguerpissement. On en parle encore avec celui engagé par le ministère de l'Environnement il y a 3 ans contre les populations et usagers des berges lagunaires de Tokpa, Gbogbanou et Khulakodji. Raison évoquée à l'époque, l'aménagement de ces berges envahies par l'insalubrité et l'insécurité. Des promesses avaient été faites et des investisseurs annoncés. 3 ans après, où en sommes-nous? Les travaux ont-ils démarré sur le site? Élément de réponse dans ce document signé Modeste Tofokhosou. Depuis longtemps, cette berge est restée un bac à ordures et aux déchets. Mais il y a 3 ans, le passage des bulldozers pour le déguerpissement des usagers ici avait relancé un sentiment d'espoir que les enflures du temps ont tout fait de transformer en relent de déception. Vous-même, vous voyez, il y a les ordures un peu partout là, donc ça, c'est pas du tout... 3 ans après, la frontière ouest du marché d'Antokpa est toujours en proie aux ordures. Les usagers continuent de vivre le supplice des déchets qui absorbent lamentablement la lagune. À la place du port de plaisance, du pont piétonnier et de l'aménagement de la zone, seule cette bande de ciment se dresse tout au long de la berge. À cela s'ajoute la désolation et le retour des femmes déguerpies qui se disent une fois de plus dupées par l'État central et la Sogema.
Ils ont dit qu'ils ont vendu la place à des investisseurs et qu'ils viendront. Depuis, rien. On ne les croit. Ils ne disent pas la vérité. Ils ont encore une fois menti alors qu'ils perçoivent toujours des tasses chez nous. Tout porte à croire que la Sogema noie le poisson. C'est la même qui, lors du déguerpissement, avait conduit le champion au plancher avec le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, c'est toujours elle qui a transformé l'espace en parking. Quand on vient à la guérite, on prend un ticket. 1 heure, c'est 200. Donc à partir vous faites plus que ça, on commence par vous compter l'heure. Bon, quand tu viens au marché, tu fais 4 heures, tu payes les 800 francs. L'aménagement des berges lagunaires, décidé depuis le Conseil des ministres du 6 août 2003, a ainsi cédé à des transactions domaniales. Ces femmes déguerpies sont réinstallées et les hangars sortent de terre comme des champions. Exemple, ce abri de vélo est loué à 220 000 francs CFA à cette dame par la Sogema. Les payes. Des fois, ils ont dit on va aller à, comment on appelle, Notre-Dame, on les a donné de l'argent. Les bottes, vraiment, 150 000, 200 000, pour aller là-bas maintenant, on dit, il n'y a pas la place pour vous ici. Où on va aller? La situation est si inquiétante que des députés ont formulé une question orale avec débat au gouvernement le 18 juin 2012. À l'époque, ayant en croire la transcription des débats parlementaires, des députés dont Éric Roundété faisaient remarquer l'improvisation du gouvernement. Aujourd'hui, au Fonds national de l'environnement, qui a été un acteur important dans ce déguerpissement, le retard se justifie. Le projet d'investissement, comme je l'avais dit, devait se faire dans le cadre du partenariat public-privé. Et lorsqu'on parle de partenariat public-privé, on y voit forcément les opérateurs économiques, les philanthropes, les gens qui, d'une façon générale, ont des revenus à investir dans le pays. Alors lorsque vous lancez une opération qui tient compte de ces paramètres et que vous n'arrivez pas à mobiliser les ressources privées devant rentrer dans la concrétisation du partenariat public-privé, vous convenez que forcément cela peut se prendre du temps. En attendant, les diligences sont activées ici au FNE pour que les 4 milliards de francs CFA annoncés comme fonds d'adaptation des populations riveraines de ces berges sur la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques soient mobilisés. Un nouveau compte à rebours est encore lancé donc. Un conflit maintenant, est-ce bientôt la disparition du collège d'enseignement général de Dantokwa? L'interrogation mérite d'être soulevée face à la querelle domaniale quasi quotidienne qui persiste entre l'établissement et le grand marché du même nom. Le centre commercial s'étend un peu plus chaque jour, réduisant mètre par mètre la surface réservée. Au lieu de savoir, la Sogema et la mairie de Cotonou sont pointés du doigt par les responsables du collège. Idriss Boukari et Elvis Tonoucoin ont été témoins de cette cohabitation des plus inhabituelles. Encore quelque part, et la cour de récréation du collège d'enseignement général de Dantokwa sera discutée avec les usagers du marché qui portent son nom. Nous sommes ici dans le collège où les bonnes dames sont en pleine activité sous le regard impuissant du directeur de l'école. Un voisinage porteur d'ennui. Avec tous les bruits que font les bonnes dames, ça nous empêche d'ailleurs de bien suivre les cours à l'intérieur. Nous sommes comme ça, bon, même si on demande aux surveillants, aux directeurs, il n'y a plus d'autres possibilités à nous aider. Nous sommes comme ça dedans. L'école et le marché ne font pas bon ménage. Ne font pas bon ménage. Et pour avoir accès au collège, c'est tout un problème. L'accès au collège est un problème. Contourner par là-bas là, et par le carrefour même du marché et passer au milieu de ces bonnes dames pour arriver ici, c'est tout un problème. C'est un voisinage malsain. N'eût été la présence, par exemple, l'année dernière, de monsieur le ministre de la décentralisation, j'en serais arrivé au mai avec les autorités de la Sogema. Pourquoi? Parce que nous leur avons juste demandé de nous céder un pan de notre clôture, enfin un pan de l'espace de notre clôture pour que nous puissions sécuriser notre domaine. Le sujet Dantokwa est envahi par le marché. Élèves et usagers du marché se côtoient chaque jour. Les démarches entreprises par les différents directeurs qui se sont succédés à la tête de cet établissement, ne serait-ce que pour la construction de ce ponceau, sont restées vaines. Nous avons écrit
à la mairie. Nous nous sommes déplacés vers le DST. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait. La Sogema également, qui n'est intéressée par le fait d'engranger de l'argent. Les vendeuses installées au pied du mur du collège seraient sous la responsabilité de la Sogema. La société interpellée tente de se défendre et décline ses responsabilités. À la date d'aujourd'hui, vous allez constater que le marché d'Antokpa s'est étendu jusqu'à Rendé. Et ça s'étend tout doucement vers Didier et Sainte-Cécile. Et continue. Mais le marché d'Antokpa a ses limites bien déterminées. La gestion au-delà du marché n'incombe plus à la Sogema. Ça incombe à l'autorité municipale. Donc c'est la mairie qui perçoit des taxes au-delà des limites du marché d'Antokpa. Si vous constatez qu'au-delà des limites du marché d'Antokpa, il y a des nuisances au collège, il revient à l'autorité municipale de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir rétablir l'ordre. Le CEG d'Antokpa est un établissement vieux de plus de 40 ans, plus âgé que la Sogema. Sa délocalisation de ce site ne serait pas possible selon les responsables de l'établissement. Le collège d'Antokpa dessert les populations de Placody, depuis Placody. Depuis Placody en passant par Squagbito, par Djonké et par Saint-Michel jusqu'à Rendé et également même les quartiers certains quartiers de Saint-Rita. Si l'on enlève le CEG d'Antokpa du site qu'il abrite aujourd'hui, ce ne serait plus le CEG d'Antokpa parce que dans l'environnement immédiat de ce collège-là, il n'y a aucun site qui se prête à héberger un CEG du genre, ne serait-ce que sur le plan dimensionnel. Il n'y en a pas, il n'y a pas de réserve. Donc parler d'une délocalisation du CEG d'Antokpa qui continuerait de porter effectivement le nom du CEG d'Antokpa, je ne pense pas que ce soit réalisable. Pour ma part, je pense que quelqu'un doit se déplacer à l'autre. Le collège d'Antokpa est en voie de disparition et les autorités de l'enseignement secondaire doivent sortir de leur mutisme pour prendre leurs responsabilités. Par ailleurs, le marché d'Antokpa, qui ne finit pas de s'étendre dans les rues et quartiers de Cotonou, doit être circonscrit. Sinon, dans quelques années, tout Cotonou risque d'être marché d'Antokpa. Le comité de coordination de la réforme administrative CCRA a tenu sa première session ordinaire ce jeudi à l'Infosec de Cotonou. L'objectif est la présentation du projet de loi sur le régime d'assurance maladie RAMU. Suivez pour mieux comprendre les propos du directeur de l'innovation et de la veille stratégique. Il est au micro de Émile Azokota. Et bienvenue, compris. La présente session doit se pencher sur le projet de loi organisant le régime d'assurance maladie universelle. Il faut retenir que ce chantier de réforme qui a pour objectif d'améliorer la santé du citoyen béninois est conduit par le ministère de la Santé et le dossier a été présenté aux membres du CCRA en 2010. Entre-temps, il y a eu une évolution et ce chantier a été encadré par une norme. À cet effet, il y a eu un projet de loi qui a fait le cursus qu'il faut, à savoir les différentes étapes de validation. Étant donné qu'il y a eu une évolution de ce point de vue, il serait normal que les membres du CCRA prennent connaissance de ce projet de loi, s'en approprient pour que toute l'administration soit suffisamment informée, s'en approprie, afin que le mieux-être social de la population du point de vue médical soit assuré.
Bien sûr, je peux connaître l'effectif. En titre, l'honorable Rachidi Gbadamassi reste toujours fidèle à ses œuvres de développement au profit des populations dans la commune de Parakou. En tournée dans la ville, l'élu de la 8e circonscription électorale était lundi à l'EPP Banikani 2 et au lycée des jeunes filles. Il a également rendu visite à la mosquée centrale de Zongo. À chaque étape, il a fait divers dons. Donald Panou pour les détails. Ouf de soulagement pour les usagers de cette mosquée de la ville de Parakou. Les problèmes d'approvisionnement en eau qui se posaient à eux seront bientôt conjugués au passé. Ceci grâce à la réalisation d'un forage, fruit de la conjugaison, des efforts du gouvernement, du coordonnateur FCDE et du député Rachidi Gbadamassi. Je ne suis pas un homme politique qui vient sur le terrain pendant les campagnes. Je suis avec vous pendant, après et avant. Honorable Gbadamassi, que Dieu vous bénisse. Les gens vous ont béni avant moi et les gens vous béniront après moi. C'est donc à juste titre que les bénéficiaires n'ont pas tari de mots pour remercier tous ceux qui ont œuvré dans ce sens. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Le forage est là. On n'a plus de soucis pour les factures de la semaine. Je vous remercie pour cette action et que Dieu vous récompense. Et que cet acte-là l'accepte parmi les actes que Dieu va vous récompenser, Inch'Allah, le jour de... Au complexe scolaire Banikani 2, l'honorable Rachidi Gbadamassi est allé réceptionner un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin, un joyau érigé grâce à l'appui financier du chef de l'État avec un suivi rigoureux du député. N'était votre magnanimité, honorable Gbadamassi, le groupe C que dirige actuellement Madame Baguidi resterait sans module de classe adéquate. C'est le moment de remercier une fois de plus son Excellence le Président de la République, Dr Thomas Boni Yahi. En s'intéressant à la résolution des problèmes de l'éducation, le député se dit conscient de son importance dans le développement de la nation. Vous savez, il n'y a pas de développement sans une bonne éducation. Parce que pour sortir le Bénin de l'ornière, il faut une éducation digne de son nom et les mettre dans une bonne condition. Le démarrage des travaux de construction d'un forage, c'est la bonne nouvelle apportée aux pensionnaires du lycée des jeunes filles qui saluent leurs messagers. Vous venez par ce geste apaiser la souffrance de vos chers enfants. C'est à votre honneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous comble de sa grâce. Nous remercions le président de la République et le ministre de l'Énergie qui a toujours exécuté les instructions personnelles du chef d'État. Une action politique maintenant. L'ancien député Jean-Claude Romponou, de retour de France, a été accueilli ce mercredi par le conseil communal et les populations de Bopa. Parti précipitamment pour suivre les soins, le fils de Bopa a réussi à renouer les relations qui existaient entre la ville de Croston et Bopa après l'organisation des municipales françaises, d'où un accueil chaleureux lui a été réservé par les autorités de la ville. C'était à l'hôtel de ville de Bopa. Nouroudine Moussa et Florent Dehou y étaient aussi. Jean-Claude Romponou accueillir en grande pompe ce mercredi 21 janvier dans sa commune d'origine, Bopa. Après un séjour d'un peu plus de 6 mois passé en France pour problèmes de santé, l'ancien député des premières, 2e, 3e et 4e mandatures, depuis son lit d'hôpital, œuvrait pour le développement de sa commune. Malgré qu'il recevait les soins, il a pu rencontrer le nouveau maire de la ville de Crone et souffler un début de réchauffement des relations dans le cadre de la coopération décentralisée entre Crone et Bopa. C'est ce qui lui a valu cet accueil avec faste. Si vous étiez à ma place, vos sentiments seront comment? Des sentiments de joie inouïe. Et donc, nous l'avons accueilli, il nous a fait le point des discussions qu'il a eues avec le nouveau maire de cette ville. Et je crois que nous pouvons, disons, compter sur cette coopération à partir donc de ces échanges. Après le point des échanges qu'il a eu avec les autorités de la ville de Crone en France, place sera faite au bilan des réalisations effectuées au pays pendant son absence. En un mot, Paul Humpe et son hôte ont parlé développement. Eh bien, le bilan
Je commence par ma commune, où je félicite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeune dynamique maire avec toute son équipe. Et je crois que ces investissements, si nous les avons réalisés, c'est grâce au financement que nous recevons donc de l'État béninois. Le chef de l'État, Dr Boni Yahi, fait beaucoup et cela se remarque dans tous les compartiments de ce pays et pourquoi pas à Bopa. Et donc nous sommes d'avis que Yahi Boni n'a jamais oublié qu'il fait d'ailleurs beaucoup et nous pouvons compter sur lui pour continuer parce qu'il a encore un an à faire. Je crois que nous allons beaucoup gagner et ceci se fera dans l'unité d'action et de pensée avec le rassemblement des fils de Bopa. Pour le maire Paul Humpé, cette rencontre vient témoigner qu'il n'y a pas que la division à Bopa, mais l'entente est aussi possible. Retour dans l'Atlantique pour parler de cette rencontre d'échange hier sur le campus d'Abomey-Calavi entre l'honorable Noum Bida et les étudiants ressortissants de Djougou. Deux thèmes ont meublé les discussions, le militantisme et le leadership. L'objectif poursuivi par le député est de contribuer à une L'honorable Noum Bida est en face des étudiants ressortissants de Djougou et en faculté sur le campus d'Abomey-Calavi. Il est venu échanger avec eux sur les contours et les enjeux qui balisent les chemins de leur employabilité au thème du cursus académique. Cette démarche, il l'amène suite à une appréhension. Vous ne pouvez pas parler de développement d'une région, d'un pays sans mettre à contribution ses valeurs futures. C'est pour ça que nous avons, à chaque fois que nous avons le temps, l'occasion, nous essayons d'échanger avec les étudiants de la Donga de Djougou pour vraiment leur apporter quelques informations. Au menu de la rencontre, une communication sur le leadership. Pendant des heures, l'honorable, dans une démarche participative, a embarqué ses jeunes frères de Djougou dans les caractéristiques, les nuances, mais aussi et surtout les atouts qu'il faut cultiver pour être un vrai leader. Car ceci est en amont de toute volonté de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où, sans une autorité d'influence personnelle, ce n'est pas facile de s'insérer, ce n'est pas facile de s'auto-employer. Avec les différents efforts que le gouvernement du Bénin déploie à l'endroit de la jeunesse, il faut que nous formions d'abord nos jeunes pour savoir comment est-ce qu'on est leader. C'est quand tous ceux seront leaders qui facilement ils vont s'approprier des différents outils, des différents programmes que le gouvernement a mis en place. Et ces jeunes réunis l'instant d'un après-midi s'en sont appropriés. Sortir à Gayadi, salut déjà une réédition. Je tiens à remercier très sincèrement l'honorable Bida et je souhaite, tel qu'il a l'habitude de le faire, de continuer sur cette même lancée, de ne jamais baisser les bras. Au thème de la communication, l'honorable a aussi fait parler sa générosité. 500 000 francs CFA ont été remis au bureau pour soutenir le désir d'hébergement de certains étudiants en difficulté de logement. Dans le même registre, Fred Huenou et la jeunesse de la 15e circonscription électorale se sont rencontrés hier. Le président du Front patriotique pour la Renaissance marque ainsi la dernière étape d'une tournée dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Il a invité les jeunes à une prise de conscience citoyenne pour apprécier et soutenir les actions du président de la République, Boni Yahi. Les détails avec Zakiat Latunji et bienvenue Roué. Les jeunes de la 15e circonscription électorale, fortement mobilisés à l'appel de Fred Huenou, président du Front patriotique pour la Renaissance FPR. Ce rassemblement à la Maison du Peuple d'Apapa marque la fin de la tournée du FPR dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Au programme, informer la jeunesse sur l'état de la nation après 25 ans de renouveau démocratique. C'est également l'occasion d'attirer l'attention sur les efforts et initiatives du chef de l'État pour le développement du Bénin. Depuis 2006, le président Boni Yahi, par différentes actions, a essayé de relever notre pays de sa situation. Est-ce que la tâche a été facile? Non. Mais il est important, 8 années après, que nous puissions vous dire la vérité sur les difficultés de notre peuple. Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le changement et la refondation a véritablement apporté
et le temps qui nous reste pour que vous puissiez toujours marcher dans la véritable lumière et faire le bon choix. Le bon choix pour Fred Rouenou est sans aucun doute Boni Yayi. Mais aujourd'hui, après 10 ans d'engagement politique, il veut le soutien des jeunes pour cette marche vers le chemin de l'espérance. Leur adhésion est donc sollicitée. Le fait que vous vous déplaciez à chaque étape où nous vous sollicitons pour venir vous entretenir sur les actions de cet homme montre que vous êtes conscient que même s'il y a des difficultés, vous êtes conscient de la volonté et des efforts qui sont fournis. Aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît le mérite du président Boni Yayi. Si notre pays, le Bénin, en dépit des difficultés que nous traversons encore, a eu le mérite, ces 8 dernières années, d'attirer sur lui les feux de la rampe, le président Boni Yayi en est évidemment pour quelque chose. Je continue avec le président. Je continue avec le président. Adhésion sollicitée, adhésion obtenue. Autrement dit, le pacte jeune de la 15e circonscription électorale et FPR pour Boni Yayi est désormais scellé. Et il en a été ainsi à Godomain, Calavi et Agla, un peu partout au cours de cette tournée, entamée en décembre 2014. Et je vous le disais en titre, l'Institut de recherche empirique en économie politique IREP publie les résultats des enquêtes Afro-Baromètre. C'était ce matin lors d'une série de discussions à l'Infosec de Cotonou. Le directeur de l'Institut, les ONG et autres acteurs concernés, ainsi que le PNUD étaient de la partie. De quoi était-il question? Les détails dans ce reportage signé Lucrèce Augustine Rajadong, André Camusayan. Éclairer sur la démocratie, la gouvernance et les conditions de vie socio-économique des Africains, c'est l'objectif des enquêtes Afro-Baromètre. Lancées en 1999 par l'Institut de recherche empirique en économie politique IREP, membre de l'Université African School of Economics dans 10 pays africains, l'étude se fait tous les 2 ans et touche aujourd'hui plus d'une trentaine d'États du continent, dont le Bénin. Ce qui fait l'objet de la discussion, des discussions aujourd'hui, c'est 2 points importants. C'est la question de la violence faite aux femmes. Voir si en fait les efforts qui ont été faits depuis une dizaine d'années, si ces efforts ont porté leurs fruits. La réponse est oui. Il y a une perception d'une baisse de la violence faite aux femmes. Mais celle qui persiste, les éléments, donc c'est pas nécessairement de la violence physique, mais des éléments qui persistent. C'est notamment le harcèlement sur le lieu de travail, c'est les violences psychologiques, mais les violences physiques, le viol, etc. Ça a diminué depuis les 2 ou 3 dernières années. L'autre point abordé au cours de cette discussion reste la présence massive de la Chine dans les pays africains. Au Bénin par exemple, et selon les enquêtes Afro-Baromètre, elle rivalise avec les autres modèles de développement tels que la France. Seulement, la mauvaise qualité des différents produits chinois et leurs effets néfastes sur la santé ternissent parfois son image. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'influence de la Chine, l'influence chinoise soit une influence de qualité? Que les produits qu'ils offrent ne soient pas des produits de 3e, 4e catégorie, quoi. Les résultats des enquêtes Afro-Baromètre ainsi publiés, les discussions lancées devraient permettre aux différents acteurs de mieux cerner les réponses à apporter aux problèmes évoqués. Dans les prochaines minutes, nous vous parlerons de la gestion axée sur les résultats de développement. Le thème est depuis ce matin au centre d'un atelier organisé par le Point Focal National. Et puis les cadres du ministère de la décentralisation évaluent les résultats de la première décennie de décentralisation au Bénin. Des idées nouvelles sont avancées pour réorienter le management des communes du pays. Et cet atelier de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats de développement, il est organisé sous la responsabilité du Point Focal National, président de la communauté béninoise de pratique de gestion axée sur les résultats de développement. Il s'agit pour les participants d'identifier les initiatives par les résultats, de réfléchir sur une stratégie de mobilisation des ressources et des parties prenantes. Voyons le reportage de Asiongon Kanya Asiongon et Rachidi Soubérou.
Le présent atelier qui se déroule à l'hôtel Azalaï de Cotonou vise à assurer le renforcement du leadership pour la gestion axée sur les résultats de développement au sommet et un consensus sur les priorités et l'amélioration de la mise en œuvre des politiques régionales ciblées, commerce, climat des affaires, gestion des finances publiques. Il est organisé avec l'appui de la Banque africaine de développement à travers l'initiative Africa for Results. Pour la COP Bénin, c'est un atelier important. Cet atelier de haut niveau marque un tournant décisif dans la vie de notre communauté dont l'acte de naissance a été signé ici même dans cette salle en avril 2014. Cet atelier de haut niveau se veut aussi un creuset de valorisation du plan d'action Bénin pour la gestion axée sur les résultats. Il y est attendu des participants un certain nombre de résultats, à savoir un plan de suivi et un calendrier d'exécution, l'adoption du plan d'action triennal. Nous aurons à nous approprier ces innovations au fin de réaliser des avancées en matière de la mise en œuvre des réformes et politiques nationales et celles de l'intégration régionale. Le plan d'action issu de l'évaluation de la capacité du Bénin, qui fera l'objet de validation au cours de cet atelier, met un accent particulier sur les activités de formation, d'information et de communication, les activités de plaidoyer et de lobbying, d'échange de connaissances et d'expériences et de diffusion d'informations. Les discussions qui seront engagées donc au cours de la présente session permettront d'affiner et de valider le plan d'action pour relever le défi de la GARD, mais aussi de définir une stratégie de mobilisation des ressources. La COP Bénin est partie intégrante de la communauté africaine de pratique de la gestion axée sur les résultats de développement. Une communauté qui regroupe plus de 2500 membres issus de 43 pays africains. Actualité du chef de l'État, le président et le secrétaire permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition étaient au cabinet du président Boni Yayi ce jeudi matin avec le chef de l'État. Ils ont parlé d'un projet de nutrition qui sera lancé courant mois de février. Précision à travers leur déclaration au thème de l'audience. Le chef de l'État a rencontré la délégation du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. J'étais en compagnie du secrétaire permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition et pour rendre compte au chef de l'État du niveau de préparation du lancement officiel du projet multisectoriel alimentation, santé et nutrition. En effet, notre pays a bénéficié a signé un accord de prêt avec la Banque mondiale pour un montant de 28 millions de dollars US, ça fait environ 14 milliards de francs CFA pour financer le projet multisectoriel alimentation, santé et nutrition. C'est un projet qui veut s'attaquer aux problèmes d'alimentation et de nutrition en ciblant particulièrement ce qu'on appelle l'opportunité. La fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours, c'est à partir de la conception jusqu'au 23e mois de l'enfant pour améliorer la situation actuelle de notre pays qui est dramatique, qui est le taux de malnutrition de cette catégorie de personnes qui est très élevé. Or, on sait que les problèmes de malnutrition créés à cet âge-là produisent des séquelles qui sont irréversibles et qui affectent la personne humaine jusqu'à sa mort, programment la personne d'ailleurs pour une certaine qualité de vie et pour la plupart du temps une qualité défectueuse. Et donc c'est contre ce fléau que ce programme s'attaque maintenant pour couvrir 40 communes du Bénin qui ont déjà été identifiées sur la base de critères objectifs de taux de prévalence de la pauvreté et de la malnutrition. Deux membres d'un bureau d'escroquerie organisé opérant dans plusieurs circonscriptions scolaires ont été appréhendés par les forces de sécurité du commissariat de Grand Popo le 5 janvier dernier. Les mises en cause des enseignants sont accusés d'extorsion financière auprès d'autres enseignants de différentes localités. Les précisions de Nouroudine Moussa. Ils
serait le cerveau d'un vaste réseau d'escroqueries sans précédent organisé dans plusieurs circonscriptions scolaires du Bénin. Lui-même, enseignant dans la commune d'Alada et en complicité avec certains de ses collègues d'autres localités, propose aux enseignants qui sont dans le besoin des prêts disponibles en 72 heures. La suite, c'est que ces personnes ne reçoivent jamais ces crédits, mais constatent des défalcations sur salaire chaque fin du mois. Ils informent les gens pour dire qu'ils ont des prêts à faire en 72 heures, les enseignants peuvent avoir ce prêt. Et c'est comme ça, je ne sais pas, ces enseignants-là déposent près de 9 pièces, leur fiche de paye, le contrat de travail, le relevé bancaire, la carte d'identité, des chèques de leur banque, la carte Sésame, le code confidentiel secret, la domiciliation irrévocable et une demande manuscrite. C'est comme ça, ils prennent les choses, mais les enseignants n'ont pas moyen de réponse. C'est ainsi qu'ils ont fait plusieurs victimes durant toute l'année 2014, avant d'être arrêtés le 5 janvier dernier. Effectivement, le 5 janvier dernier, certains enseignants ont conduit un monsieur ici qui les a escroqués. On a pris leur audition et après, on a constaté que le monsieur est un représentant d'un vaste réseau. Le premier là qui a indiqué son patron qui se trouverait à Alada. Avec la collaboration des policiers d'Alada, on a pu mettre la main dessus. Il est actuellement en patence pour le parquet de Ouidah. 3 des centaines de victimes de ce réseau expliquent ici comment ont-ils mordu à la part. Ma belle-mère était en agonie. Alors, au cours d'une unité pédagogique, un collègue enseignant comme moi était en train de faire la vantise de ces articles. Il nous a donné un feuillet sur lequel est inscrit les différentes pièces à fournir. J'ai remis le dossier. 72 heures après, je n'ai pas eu le crédit. À la fin du mois d'août, j'ai constaté le premier prélèvement. Oh, j'avais demandé 200 000 et le prélèvement est à 31 250 francs. Comme c'était une situation par rapport à mon enfant qui était à l'hôpital, il m'a énuméré les dossiers que j'ai tout fait pour déposer. Ça a attendu 2 semaines, je n'ai pas eu. C'est après qu'il m'a appelé à que le crédit est prêt. J'étais vraiment dans le besoin, franchement. Et j'ai dit, c'est ça, donnez-moi. Alors j'ai pris les 90 000. À raison de 13 000 francs, il devait me payer 13 000 francs par mois. À la fin du mois de juin, comme j'avais reçu le crédit, on avait déjà dépassé la quinzaine, donc je devais aller lui rembourser main à main les 13 000. Je lui ai remis les 13 000 main à main. À ma grande surveillance et à la paye, je constate qu'on m'a prélevé 32 000. Voici les documents avec lesquels ces victimes sont mises en confiance. Dans son sac, on a retrouvé des cachets. Le cachet du directeur départemental de l'enseignement, des enseignements maternels et primaires de l'Atlantique et de Littoral. Et il met sa signature, il met le cachet, il délivre les attestations de service aussi simplement. Et il signe au nom de l'intéressé. Dans son sac, on a retrouvé aussi le cachet du directeur de l'école primaire publique de Vaudiébé. La question est pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas aller à la banque faire la pause. Ils confient leur secret bancaire à quelqu'un qui gère leur compte comme il veut. Et même pour faire le frais de prêt, il faut s'adresser à la banque. Et ce n'est pas seulement dans une seule banque qui gère tout ça. Ils ont l'ouverture, je ne sais pas s'il y a complicité de l'autre côté. En attendant qu'il ne rejoigne son collaborateur déjà déféré au parquet de Ouidah, le commissaire Modeste Unkonou et ses éléments sont à pied d'œuvre afin d'obtenir de lui des informations pouvant leur permettre de mettre la main sur les dizaines d'autres toujours en cavale. Je vous le disais à l'entame de cette édition, Maître Kato Atita a tenu ce jeudi après-midi un point de presse. Il s'est prononcé sur la situation concernant les élections complémentaires prochaines à la CCIB et prévient des conséquences désastreuses que peuvent avoir ces élections complémentaires sur l'ensemble du système de direction établi depuis l'investiture des membres avalisés depuis 2014. Les tests avaient prévu un délai de 2 mois pour tout recours et l'avocat préconise qu'il soit respecté pour éviter les problèmes plus tard. Suivons ici l'avocat, il est au micro de Tanguy Agoy et Dim Tijani. Les délais sont faits dans l'intérêt de qui? Si c'est des délais qui ont pour conséquence de protéger les particuliers, de protéger les bénéficiaires, l'administration ne peut pas à tout moment, comme elle veut, quand elle veut, venir remettre en cause une situation juridiquement établie. Ce n'est pas possible. Or, je peux vous dire qu'à la lecture de l'article 106 des statuts,
lorsqu'on dit que même un recours n'est pas suspensif contre l'installation d'un élu, ça veut dire tout simplement que son installation lui confère des attributs qui sont déjà permanents, qui sont déjà définitifs. Donc les délais là, de 60 jours, étaient dans son intérêt. Au-delà de 60 jours, il ne pouvait pas espérer qu'on puisse encore venir lui dire on va te déchoir de ta qualité. Je ne voudrais pas que l'administration prenne un tel risque, parce que ce serait un risque majeur. Parce que si ces élections devraient avoir d'effet sur les organes dirigeants, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il a une relation juridique directe entre les premières élections de janvier 2014 et les élections de 2015, c'est-à-dire les élections complémentaires prévues par les statuts. C'est une relation juridique. Et alors, à partir de là, il fallait attendre nécessairement de purger tous les contentieux avant de procéder à l'installation et à l'élection des organes dirigeants. Ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait. C'est une anomalie juridique. Et si on va sur ce terrain-là, on va aboutir sans le vouloir et sans s'en rendre compte à un processus qui va déboucher sur l'annulation totale de toutes les élections depuis 2014 et l'annulation de tous les organes dirigeants qui ont été installés depuis 2014. Parce qu'on aurait ainsi créé une situation qui va convaincre qu'il a une connexité, il a un lien direct entre la possibilité, entre l'obligation, entre les premières élections et les élections complémentaires prévues par les statuts. Voilà, Maître Kato Atita, un titre au ministère de la décentralisation, une retraite de 2 jours a réuni les cadres de cette administration pour évaluer la première décennie de la décentralisation au Bénin. Sortie des sentiers battus pour construire une dynamique nouvelle de management et de leadership au M2 GLAD a été le thème retenu pour ces travaux. Retour sur les dernières journées d'échange avec nos reporters Idriss Boukari et Moufid Sagbo. Les cadres du ministère de la décentralisation en retraite de 48 heures dans la ville de Ouida. Une démarche méthodologique adoptée par l'autorité ministérielle pour permettre à l'ensemble de ses collaborateurs de réfléchir sur les insuffisances qui ont caractérisé les 2 premières mandatures de la décentralisation au Bénin au fait de renverser la tendance pour les années à venir. Participants et formateurs s'en sortent très comblés. Je dois dire au nom de l'ensemble de tous ceux qui ont participé à cette retraite que nous sortions d'ici très heureux, nous sortions avec le bonheur d'avoir appris, nous sortions avec le bonheur d'avoir été encore à une autre école qui nous permet d'aborder l'année 2015 avec encore de riches formations pour avoir de bons résultats au bout du rouleau. Mais je voudrais qu'il continue de prendre en compte les dysfonctionnements relevés et qu'ils contribuent positivement à les corriger. Ils ont l'avantage d'avoir un ministre en charge du département qui connaît le secteur. C'est un avantage important. Il leur revient maintenant de se mettre en bloc autour de lui pour l'aider à reconstruire le ministère. Les travaux ont été meublés par diverses communications. Des leçons sont tirées et les engagements pris pour relever les défis. La prochaine décennie de la décentralisation est déclarée décennie de l'économie locale. Je sais que la conférence nationale a placé désormais tous les espoirs d'un développement durable dans la décentralisation. Nous ne devons pas donc décevoir cette expérience et nous devons de faire violence sur nous-mêmes, quoi qu'il en coûte, pour être à la hauteur des missions qui nous sont confiées. Les attentes du ministre de la décentralisation sont donc grandes. Des lettres de mission pour la conduite des activités du PTA 2015 sont remises aux responsables des différentes structures placées sous la tutelle du ministère de la décentralisation. Religion maintenant, le samedi prochain, c'est la rentrée à Évangile pour tous.
tous, qui est une émanation de la communauté mère du divin amour de la religion catholique. Il s'agit en fait de la cérémonie de prestation de serment de nouveaux adhérents qui sera suivie d'un dîner de gala. Qu'est-ce que Évangile pour tous, sa vision et le programme des activités entrant dans le cadre de cette cérémonie? La réponse avec le frère Deo Gracias Tomewa, responsable à la communication de Évangile pour tous. Il est au micro de Vigile à Rodéon. Évangile pour tous est né de la communauté mère du divin amour, qui est une communauté catholique basée à Abidjan, mais présente dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France et même le Bénin, dont la vision est de susciter des cadres et des hommes d'affaires qui exerceront leurs responsabilités étant remplis de l'onction du Saint-Esprit. Évangile pour tous opère au Bénin quand même, a démarré ses activités quand même depuis 3 ans et sous l'autorisation de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné. Pendant ces 3 ans, beaucoup de personnes ont adhéré à la vision et au vu des nombreux témoignages que nous avons recueillis, certains parmi nous ont senti véritablement le besoin de s'engager dans l'œuvre. Alors, c'est pour cette raison que le samedi prochain, à partir de 9h, à la chapelle du Collège catholique Père au Pied, au cours d'une messe qui sera présidée par Monseigneur l'archevêque de Cotonou, certains parmi nous prêteront serment pour leur engagement dans l'œuvre. Au programme, il est prévu donc, comme je le disais tantôt, à 9h, la messe présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné. Et dans la soirée, à partir de 19h, nous nous retrouverons tous à Azalaï, hôtel de la plage, pour un dîner de gala et de prédication qui sera animé par d'éminents prédicateurs venus de la Côte d'Ivoire. Alors j'aimerais inviter tous nos frères et toutes nos sœurs béninois et béninoises à nous rejoindre à 9h ce samedi 24 janvier à la chapelle du Collège catholique Père au Pied de Cotonou pour la grande messe et le soir aussi à nous rejoindre pour le grand dîner qui sera organisé à cet effet. Je tiens à préciser que l'entrée au gala est à 20 000 francs seulement. Et pour tout renseignement, vous pourrez contacter le numéro suivant, le 95 34 48 00 et le 97 34 56 78. Le sport, pour terminer cette édition, le Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, des sports et loisirs porte déjà ses fruits. Il a contribué à la construction d'une tribune sur le terrain de football des Pairs dans la commune de Semepoji. L'édifice a été mis en service par le ministre des Sports et le directeur du fonds en tournée dans la localité. Les précisions, Franck Romé-Santana, Julien Télam. Les travaux pour sa construction ont démarré il y a exactement 4 mois et la voici majestueusement dressée et complètement achevée. C'est une tribune de 350 places offerte à l'arrondissement d'Ekpé dans la commune de Semepoji par le Fonds national de développement des activités de la jeunesse, des sports et loisirs. C'est donc pour vérifier, apprécier la qualité de l'infrastructure et profiter pour remettre les clés aux récipiendaires qu'une forte délégation avec à sa tête le ministre Safiou Afou Idrissou et du directeur du Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, des sports et loisirs sont descendus sur les lieux. Pour un coût total de 40 millions de francs CFA TTC et qui est une tribune qui peut prendre entre 300 et 350 spectateurs. Nous avions des vestiaires et nous avons également des douches et des toilettes. Donc voilà, monsieur le ministre, cette infrastructure que nous avions, grâce au financement du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs, nous avons pu ériger ici. Donc vous avez décidé de venir voir, de venir constater effectivement la fin des travaux, en attendant qu'en collaboration avec la mairie, nous puissions donc organiser officiellement donc une cérémonie d'inauguration de cette infrastructure. La célérité avec laquelle les travaux ont été conduits et achevés a particulièrement réjoui le ministre Safiou Afou, qui a d'ailleurs remercié le gouvernement pour avoir décidé d'offrir, à travers le Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, des sports et loisirs, une infrastructure sportive à toutes les communes du Bénin. Le chef de l'État qui a été inspiré pour doter le fonds de ressources suffisamment
suffisamment importante, mais pas illimitée. Pas illimité, pour permettre d'impacter un certain nombre de communes en matière d'infrastructure. Je crois que c'est une inspiration divine. Nous ne pouvons que le remercier et faire en sorte que nos actions puissent aller dans le sens de l'amélioration ou de l'épanouissement de la jeunesse béninoise. Monsieur le maire, au nom de la jeunesse béninoise, le chef d'arrondissement est là. Au nom du chef de l'État, je vous remets ces clés en attendant comme le remettre aussi après. Ensuite, la délégation est allée au domicile de l'ancien footballeur béninois Savi Clovis qui actuellement est très souffrant. L'objectif est de lui apporter le soutien du ministère. 350 000 pour faire face aux analyses que les nations ont demandé. Le symbole, c'est pour montrer que la République ne vous a pas oublié. Comme le président le dit toujours, la prospérité doit être partagée. La descente de la délégation ministérielle s'est achevée par cette séance de travail avec les agents en service au niveau de la direction départementale de la jeunesse, des sports et loisirs des départements de l'Ouémé et du Plateau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h30.